Donc voilà la deuxième partie. Alors j'ai essayé de prendre un micro parce que je me suis rendu compte que l'acoustique était pas terrible. J'espère que ça sera mieux ici. Le climat et les hommes. Déjà, première chose qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on va pas construire la même typologie de bâtiment qu'on se trouve dans le désert ou dans une région très froide, type par exemple polaire. Euh, on a des stratégies différentes à mettre en place. Nous, on va dire qu'on se trouve dans un climat comme celui-là, tempéré, où on va avoir des variations de température, donc plusieurs stratégies à mettre en place. Et par exemple, un milieu urbain, comme la dernière photo, à Grenoble, on appelle ça souvent l'îlot de chaleur. Quand vous êtes en plein été, vous avez peut-être pas encore eu l'occasion de faire un mois de juin, juillet sur Grenoble, mais ça peut vite être assez difficile à supporter. Donc, déjà, il va falloir s'adapter à ce climat. Il va falloir s'adapter à ce climat parce qu'entre la climatologie que vous avez ici et la biologie, nous, il y a déjà des écarts. La biologie, c'est nous, un être humain, pour être confortable, on va avoir besoin de 20 degrés, 40% d'humidité. Quand le climat dehors il fait -10, on est complètement écarté. Donc la première échelle pour y arriver, c'est l'architecture que vous avez là. La construction du bâtiment, comment on le conçoit. Ça permet de faire l'objectif au bioclimatisme, le plus gros du travail, pour limiter la part qu'on laisse faire à la technologie. Donc la technologie, ça va être quoi? Tout simplement la chaudière qui produit de la chaleur, la climatisation qui rafraîchit, des choses comme ça. Euh, si on travaille le plus de choses possible au niveau architecture, on n'a pas à utiliser de technologie, et du coup on a un impact environnemental qui sera bien meilleur. Ça, c'est pour vous montrer sous nos latitudes l'amplitude climatique annuelle. C'est-à-dire qu'on va avoir une saison froide, donc plus ou moins avec des variations importantes, et une saison chaude. Moi, je parle souvent des endroits où je travaille. Donc, les endroits où je travaille, c'est les stations de Loisan, donc l'Alpe d'Huez, les deux Alpes. Aux deux Alpes, vous pouvez très bien avoir du -30 en plein hiver, comme du +40 en plein été. Donc, ça fait une énorme amplitude de température. Donc on gère ça, il y a le climat de base. Microclimat, ça va être le climat excusez-moi, qu'on situe plus spécifiquement à la zone. Après, on va voir ce qu'on a dans le bâtiment et les installations qui terminent de faire le boulot pour réguler ça. Donc du coup, été, hiver, par chez nous, il y a toujours deux stratégies. Pour traiter ça plus en détail, ça c'est l'évolution d'une courbe de température. Alors là, on est à la Mure, donc ceux qui connaissent pas, c'est au sud de Grenoble. On est à 800 mètres d'altitude. C'est un relevé qui date de, alors maintenant il a quelques années, hein, sur une année. On voit, alors c'était pas un hiver très froid, on n'est même pas descendu à -10, mais on voit qu'on a quand même du -7, -8, avec une partie, donc là, chaque extrémité c'est l'hiver. Et puis l'été, où on va dépasser, on va arriver à 32 degrés. En sachant qu'en plein été, on a aussi des pics qui redescendent plus froid. Donc ces variations de température, pour nous, c'est un atout. C'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser, exploiter dans notre intérêt. Nous vivons à crédit. Je vous ai mis ce slide à ce moment-là, on va y revenir après, mais c'est pour que vous preniez conscience d'une chose, c'est que la planète, on n'en a qu'une. On utilise des ressources et voilà, en France, on utilise à peu près, alors là c'est un chiffre qui date de 2018, en France on utilise 3 planètes. Donc c'est-à-dire que pour arriver à l'équilibre entre ce qu'on consomme et ce que la planète arrive à produire, donc au niveau global, hein, nous, comme on vit, en faudrait 3. Donc en 2018, à l'échelle mondiale, le 29 juillet, on avait fini d'utiliser tout ce que la planète pouvait créer dans l'année. Donc c'est-à-dire que août, septembre, octobre, novembre, décembre, tout ce qu'on a utilisé, on a puisé dans les ressources de la planète, mais c'est des ressources qui ne se renouvellent pas. Donc entre guillemets, on la bouffe. On est en train de bouffer la planète. Et si ça continue comme ça, et à une échéance que vous connaîtrez sûrement quand vous serez vieux, il n'y aura plus rien. Donc on est obligé de réagir. Il ne faut pas attendre d'avoir plus rien du tout, parce que ça va être encore plus compliqué. Plus on attend, plus c'est compliqué. Il faut réagir dès maintenant. Voilà.
Le pire, c'est américain, australien, et puis vous retrouvez en Inde. Alors, quand vous voyez des images à la télé, alors l'Inde, les fleuves pollués, ils respectent rien. Oui, d'accord, y a peut-être pas des choses comme nous. Par contre, un Indien, il a peut-être pas une voiture, une moto, deux vélos, il a peut-être pas un écran plasma qui va changer tous les 5 ans, un téléphone portable qui change tous les 2 ans. Il a pas tout ça, et ils sont très nombreux. Donc, étant donné qu'ils sont très nombreux, et ben voilà, ils n'ont pas du tout le même mode de vie. Donc chez eux, tout n'est pas parfait, mais il ne faut pas du tout penser que c'est eux qui sont la cause de l'épuisement des ressources naturelles. Donc les paramètres, je reviens au sujet de base, les paramètres que l'on va utiliser euh, pour concevoir ces bâtiments bioclimatiques, donc qui vont utiliser le moins d'énergie possible. C'est le premier, c'est l'isolation. Donc l'isolation, c'est assez facile à comprendre. Vous mettez des isolants, euh, ils vont limiter les pertes de chaleur. Euh, Chose très classique. Avant l'isolation, bon, moi là c'est des grandes familles que je vous cite, en TP, en TD vous allez détailler ça, hein. Mais dans l'isolation on peut rajouter aussi la compacité, la conception du bâtiment. Un bâtiment plus il est compact, alors ça vous allez pareil le revoir par la suite, hein, mais étant donné que c'est des cours à distance, je vais vous donner un peu plus de détails des fois que comme ça si c'est pas bien abordé en TP, vous l'aurez au moins vu là. Un bâtiment, si vous dessinez un carré ou un rectangle, le périmètre c'est pas le même. C'est-à-dire que le ratio entre la surface à l'intérieur qui est chauffée ne sera pas le même dans les deux cas. Et du coup, eh ben, le bâtiment carré a moins de surface déperditive que le bâtiment rectangulaire. Donc si déjà à la base il y a moins de surface déperditive, c'est meilleur. Donc ça pour moi la conception, l'isolation, c'est limiter les pertes, c'est le premier cas. Ensuite on a l'inertie. Alors l'inertie, ça c'est assez facile à comprendre, hein, la masse. Moi, l'exemple le plus parlant que je connais, bah, si vous rentrez en plein été dans une église pour un mariage, un baptême, quoi que ce soit, vous rentrez dans ce bâtiment qui a des murs en pierre qui font 1,50 m d'épais. Dehors, on est là, on attend, il fait 35 degrés, on a très chaud. Vous rentrez dedans, il fait 20 degrés, on a froid même. Parce que 20 degrés, quand on est habitué à du chaud, ça fait froid. Pourtant, l'église, elle n'est pas climatisée. La masse de pierre que vous avez autour de vous est tellement importante qu'elle ne s'est encore pas réchauffée de tout l'été. C'est-à-dire que vous arrivez en septembre-octobre, les pierres sont encore entre guillemets froides, elles n'ont pas réussi à se réchauffer. Donc ça, c'est utiliser la masse du bâtiment pour donner de l'inertie. L'inertie, on va travailler ça, alors jamais, rarement, en tout cas très très rarement, de manière saisonnière. Par contre, sur une journée, si vous avez suffisamment d'inertie pour conserver, entre guillemets, de la fraîcheur dans la maison, pour passer le pic du moment le plus chaud de la journée, c'est très intéressant. Je vais en reparler un petit peu après. Ensuite, on a les apports passifs. Donc les apports passifs, je vais vous les montrer plus en détail juste derrière. Et le déphasage. Le déphasage, c'est la notion la plus difficile pour vous à comprendre. Quand vous allez voir des fiches techniques d'isolant en TP, vous allez tout le temps regarder le coefficient qu'on appelle lambda. Donc le lambda, c'est la conductivité thermique, la capacité d'un isolant à transporter la chaleur. Il y a un autre coefficient que vous avez sur ces fiches qu'il faudra regarder, c'est le CP. Ça, c'est sa capacité calorifique. Alors là, on va avoir des kilojoules par kilogramme. Donc c'est une quantité d'énergie par poids. Et donc ça va être une quantité d'énergie à apporter à un isolant pour qu'il augmente de température, si vous voulez. Donc l'idée, c'est que pour arriver en régime stationnaire de transfert de chaleur, il va y avoir un certain temps. Et ça, il y a des isolants qui ne sont pas du tout égaux. Vous avez des grosses disparités et en général, les isolants biosourcés sont bien meilleurs. C'est-à-dire que c'est là où vous n'aurez pas les meilleurs lambda. Par contre, vous aurez un meilleur déphasage. Donc, exemple pour le déphasage, si vous êtes dans des combles aménagés, là vous êtes dans le toit de la maison, il y a un toit, vous êtes là-dessous. Souvent, les maisons comme ça, en fin de journée, l'été, vous ne montez pas là-haut, vous ne voulez pas dormir là-haut, on meurt de chaud. Pourquoi? Parce que il y a de la laine de verre, le soleil tape sur le toit monte à 60-70 degrés, il vous chauffe énormément, la chaleur traverse, il vous chauffe énormément. Si vous avez mis des isolants qui vont empêcher la chaleur de traverser rapidement, vous allez gagner du temps. Il suffit de gagner juste quelques heures. Le matin, il fait encore pas trop chaud, c'est à partir de 11 h jusqu'à 5-6 h de l'après-midi que le soleil tape. Mais si pendant ces 6 heures, vous bloquez le transfert,
vous ralentissez le transfert, et ben vous gardez la maison à une température plus réduite, en tout cas le volume qui se retrouve dessous. Et puis en fin de journée, le soleil se couche, la température redescend, vous avez fait le job, vous avez passé le pic de chaleur et voilà. Donc sans parler de l'inertie, juste avec le déphasage, il y a des choses à faire. Donc les règles, je vous les remets avec les différents. Je vais vous pour les apports passifs, hein, ça arrive juste derrière. Les règles, je vous les remets dans. Je vous ai repris ce tableau avec les quatre catégories de familles de transfert d'énergie, donc conduction, convection, radiation, évaporation, et des stratégies valables sous notre climat en été et hiver. Donc l'hiver, on va vouloir favoriser les gains. Donc favoriser les gains, c'est la radiation, c'est favoriser les gains solaires par exemple. Convection, on veut minimiser les pertes par convection. Les pertes par convection, c'est quoi Bon, aujourd'hui, on a beaucoup la clim dans les voitures, mais si vous prenez à une époque où, bon, peut-être en vélo ou pour n'importe quoi, hein, en voiture, moi je trouve que c'est le plus parlant, vous ouvrez la fenêtre, vous mettez la main dehors, ça vous rafraîchit la main. Pourtant, bah, l'air, elle n'est pas plus froide que avant, mais c'est qu'en fait, le frottement de l'air sur votre peau va créer une perte de chaleur. Donc en transfert thermique, vous avez déjà dû aborder un petit peu ça, vous allez peut-être le retravailler. Mais voilà, le mouvement d'air sur votre peau crée une perte de chaleur. Votre peau est plus chaude que l'air, donc on a une perte de chaleur et vous avez une sensation de froid. Ça, c'est un phénomène qu'on peut utiliser. Si, bah, par exemple, dehors, il y a du vent, hein, à un moment, il peut faire 20 degrés avec ou sans vent, vous n'avez pas le même ressenti, vous avez plus froid quand il y a du vent, c'est une perte de chaleur par convection. Donc en hiver, on ne veut pas ça dans les logements ou dans les bâtiments dans lesquels on se trouve. Ensuite, résister aux pertes. Donc en conduction, on a minimisé les flux de chaleur, donc ça c'est tout simplement isoler, hein. Si on isole, on limite la conduction et minimiser les infiltrations d'air. Voilà, on ne veut pas trop, enfin on veut juste ce qu'il faut pour ventiler. On est obligé de ventiler un logement, mais on veut contrôler cette ventilation pour l'allier à par exemple le paramètre qui est l'humidité, avec les ventilations qu'on appelle hygroréglables, mais on ne veut pas des infiltrations, donc ils vont être des fuites, qui elles ne sont pas maîtrisées, donc ils vont être là de manière aléatoire en fonction du vent qui souffle ou qui souffle pas, et qui vont du coup pas du tout améliorer la performance du bâti. Ensuite en été, on va retrouver résister aux gains, se protéger. Alors là, je vais repartir de droite à gauche, minimiser les gains solaires. Il faut se tenir à l'ombre. Si le soleil tape sur les fenêtres, ça vous chauffe. Minimiser les infiltrations, c'est toujours pareil. Si on a de l'air chaud qui rentre dans le bâtiment, c'est pas bon. Minimiser les flux de chaleur par conduction, c'est pareil. On veut garder la chaleur dehors. Et on a aussi favorisé les pertes et évacuées. Donc favoriser les échanges avec le sol. Alors aujourd'hui, on retrouve typiquement, là, on a livré un bâtiment de bureau où on avait un puits canadien actif, si vous voulez. Donc on avait un circuit de tuyaux qui échangeait avec le sol. Donc il n'y avait pas de compresseur, hein, de cycle thermodynamique, hein. On avait simplement un tuyau qui échangeait avec le sol. Et, euh, et du coup, bah, l'eau en circulant dans le sol était, on va dire, à 6-7 degrés. On remontait de l'eau plus fraîche qui passait dans la centrale de traitement d'air, qui rafraîchissait l'air qu'on soufflait dans le bâtiment. Donc là, juste par un simple petit circulateur, on avait un système entre guillemets de climatisation. Alors c'est pas une vraie climatisation, hein, mais de rafraîchissement. Convection, donc favoriser la ventilation. Je vous aurai un exemple à la fin qui explique ça. Favoriser le refroidissement par radiation et favoriser le refroidissement par évaporation. Donc pareil, pour évaporation, vous aurez un exemple à la fin, et par radiation, on va pas du tout parler de ça. Donc toutes ces stratégies, elles sont à mettre en place autour du confort. Le confort, c'est une sensation qui est propre à chacun. Déjà, on n'a pas tous le même ressenti. Aujourd'hui, nous, statistiquement, on sait suivre ça. Pareil, vous verrez ça plus en détail. Mais la première notion à comprendre, c'est que la température de confort, que je vais vous appeler TC, alors là, j'aurais dû rajouter une petite slide, ça aurait été pas mal. Est-ce que je peux vous annoter tout de suite? Stylé. Donc, T, c'est la température de confort. C'est égal à la moyenne entre la température ambiante,
la température de l'air qui nous entoure et la température des surfaces qui nous entourent. C'est ce qu'illustre le schéma à côté. Voilà, ça c'est à savoir. TC, température de confort, c'est égal à la moyenne entre la température de l'air ou température ambiante et la température des surfaces qui nous entourent. C'est-à-dire que cet exemple, il vous montre, vous avez un air à 20 degrés. Vous avez une paroi d'un côté à 12 et d'une paroi d'un côté à 16. Alors une paroi à 12, on va dire que c'est une paroi froide, et l'autre côté, une paroi à 16, c'est une paroi chaude. La moyenne entre 20 et 16, c'est 18. Entre 20 et 12, ça va être 16. Si je vous dis, je vous mets dans une pièce à 16 ou je vous mets dans une pièce à 18, vous n'allez pas du tout avoir le même ressenti. Là, on l'a appelé TRS, c'est température ressentie. C'est clair que voilà. Donc, les exemples pour illustrer ce phénomène, vous vous mettez dehors, là par exemple tout à l'heure, vous vous mettez à l'ombre ou vous vous mettez au soleil. L'air sera à la même température que vous soyez à l'ombre ou au soleil. La différence, c'est que au soleil, il y a le rayonnement solaire. Donc vous savez que on verra, ou si vous ne l'avez pas encore vu, voilà, la masse, la formule mathématique qui traduit ça. Mais du coup, le rayonnement solaire vous chauffe et vous avez tout de suite bien plus chaud, une température de confort qui est complètement différente. Moi, souvent, ce que j'entends en discutant avec des gens autour de moi, c'est les gens qui ont une maison avec un plancher chauffant, ça consomme moins. Potentiellement, alors au rendement de distribution près, à quelque chose près, si vous devez apporter une quantité d'énergie dans un même bâtiment, que vous le fassiez avec des radiateurs ou un plancher chauffant, va falloir apporter la même quantité d'énergie. Donc cette quantité d'énergie, du coup la consommation sera la même dans les deux cas. Seulement que si vous avez un plancher chauffant avec une température de surface de type 22 degrés et demi, cette paroi elle rayonne quelque chose de chaud. Si vous avez une paroi à 22, vous pouvez mettre une température d'air à 18 et vous aurez une température de confort à 20. Donc du coup, vous allez apporter une quantité d'énergie en réalité plus faible, parce que vous allez vous chauffer moins haut en température pour le même confort. Donc ça, c'est ce phénomène-là. Moi, pour vous donner j'avais un projet d'un énorme bâtiment avec de très grands sauteurs qui n'arrivaient pas à chauffer, pas du tout isolé. On avait fait isoler, alors de manière très faible, hein, mais juste les parois sur 3 mètres de hauteur avant les ouvertures pour avoir une paroi chaude au niveau des gens. Ils avaient choisi de mettre un plancher chauffant parce qu'il fallait vraiment arriver à monter à 16. Donc entre le plancher chauffant et ça, on avait un confort tout à fait admissible. Alors en température mesurée au thermomètre, ils n'avaient jamais 16. Ils disaient c'est pas ce qu'on voulait, mais je leur demandais s'ils étaient bien, ils étaient très bien grâce à ces phénomènes-là. Donc les apports passifs. Donc là je vous ai mis le soleil, source de vie et de chaleur. Le principe c'est le suivant, alors je pense que vous allez le voir et le revoir, hein, mais c'est qu'en fait les rayons du soleil selon où on se situe dans l'année, donc là c'est l'hiver et là c'est l'été, montent de plus en plus haut dans le ciel. C'est-à-dire que l'hiver ils arrivent, je vous le resurligne, avec un angle incident faible, et l'été avec un angle incident élevé. Donc l'angle, c'est l'angle ici entre le sol, ici, hop, vous voyez, l'angle est pas du tout le même dans les deux cas. Là on a un angle plus faible et là on a un angle plus élevé entre l'été et l'hiver. Ça c'est l'équinoxe. Donc si l'angle incident est faible l'hiver, vous voyez que les rayons vont être entre guillemets sur notre façade, sur notre fenêtre, très pénétrants. Donc du coup si le soleil rentre, le rayonnement rentre, ça va nous chauffer. Il suffit juste d'avoir une petite avancée, alors plus ou moins grande, ça se dimensionne de manière, aujourd'hui on sait faire ça de manière très précise avec des outils numériques. On arrive à avoir des stratégies, alors là c'est ça là, que vous avez là, on appelle ça la casquette, où on laisse passer ce qu'on veut l'hiver et on bloque ce qu'on veut l'été dans le bâtiment. Vous voyez, donc là, hiver, le soleil est bas dans le ciel, l'été, le soleil est haut dans le ciel. Voilà. Ça, c'est une stratégie, donc notamment la casquette, donc l'avancée de toiture, qui permet de limiter ça. Une autre stratégie que moi j'apprécie beaucoup, alors qui peut pas se mettre en œuvre dans tous les cas, hein, mais qui fonctionne même mieux, c'est des arbres. Vous voyez, alors là c'est une maison qui est conçue pour, hein, mais là côté sud on a planté 3 arbres. Des arbres à feuilles caduques, donc des arbres qui vont perdre leurs feuilles l'hiver, mais qui auront leur feuillage l'été. L'été ils vont complètement occulter.
L'été, il y a des feuilles de partout, il faut faire vraiment de l'ombre, et vous restez au frais là, sur la terrasse. L'hiver, il n'y a plus de feuilles. Donc du coup, ils font pas du tout d'ombre, il y a juste quelques petites branches, c'est rien du tout. Et le soleil tape complètement sur ces fenêtres ici, et vous chauffe la maison. Donc les arbres, ça, pour ça, c'est une très bonne stratégie. En plus, à savoir, chose qui est peu répandue, mais souvent, quand on vous dit dans les parcs il fait frais, il fait bon, euh, on est mieux. Alors, il y a le fait que le goudron n'a pas été chauffé, il n'y a pas de goudron, il y a pas tous ces problèmes liés à l'architecture urbaine. Un parc, voilà, va être moins assujetti à capter la chaleur. Mais aussi, il faut savoir qu'un arbre, un arbre de taille moyenne, il évacue 400 litres d'eau par jour. Donc l'évaporation, bah, vous avez vu ça, il y a une perte de chaleur hein, quand même. Donc ça fait une baisse en général mesurée autour d'un arbre de 3 degrés par rapport à la température ambiante. Donc un arbre, alors je vais peut-être vous dire une connerie, mais le chiffre que j'avais en tête, ça équivaut à 15 climatiseurs. Donc là, votre forêt, vous avez des gros climatiseurs partout. Donc ça climatise la ville. Donc un arbre, c'est aussi ça, c'est du rafraîchissement l'été. En plus de l'ombre qu'il va vous apporter, c'est du rafraîchissement actif l'été grâce à un phénomène d'évaporation. Maintenant, donc je vous ai présenté, brossé un petit peu de tableau de stratégie bioclimatique à mettre en œuvre sur des bâtiments. Ça pose une question qui est la performance à tout prix. Euh, Nous, thermicien, voilà, on veut de la performance, de la performance. Quand vous travaillez sur un projet, vous échangez avec l'équipe. Alors, celui qui restera quand même prédominant par vous, ça sera le bureau structure. Hein. La structure est quand même primordiale. Il ne faut pas que les bâtiments s'écroulent. Celui qui conçoit et qui invente le bâtiment, c'est l'architecte. Et lui, l'architecte, qu'est-ce qu'il veut? Il veut quelque chose de sympa. Donc, à un moment, même si à notre époque, on est vraiment conscient des enjeux et on souhaite faire ces bâtiments-là, euh, on peut se poser la question de la performance à tout prix. Si, alors là, c'est une partie en fait qui est assez longue quand je vous la fais en amphi parce qu'on échange beaucoup tous ensemble et c'est assez intéressant. Je vous explique plein de choses. Malheureusement, là sur cette vidéo YouTube, je pourrais pas tout vous mettre ce que je vous dis parce que voilà, ça serait beaucoup trop compliqué puis ça serait moins intéressant de faire comme je procède habituellement. Mais juste, du coup, moi, je vous pose la question, dans quel bâtiment vous êtes le mieux, et critiquer ces bâtiments avantages, inconvénients. Donc, ce que j'attends de vous, bah, ce bâtiment-là, c'est une maison mitoyenne, très compacte. Là, on suppose que c'est le sud très ouvert. On a des volets roulants à lame orientable, chose complètement efficace pour limiter la surchauffe. On oriente les lames juste ce qu'il faut. On a du panneau solaire. On a, vu que c'est mitoyen, on a cette paroi déperditive en moins, vu que les deux logements sont accolés, on a encore une meilleure performance. On discute, on peut dire que ça c'est considéré comme une maison passive hein, qui consommera plus rien. Là, vu la conception, vu comme c'est fait, c'est à ce niveau-là qu'on arrive. On a ce bâtiment-là qui lui est complètement médiocre, qui est complètement vitré. Alors vous savez que U est égal à 1 sur R, donc la résistance thermique, si vous parlez en R sur une menuiserie, vous vous rendez vite compte que c'est pas très performant. Là, on a des surfaces d'échange importantes, on voit que le bâtiment fait des vagues, il touche pas le sol, c'est un gruyère, donc vraiment des grosses surfaces d'échange. Ça, c'est un bâtiment qui part en conception avec de gros handicaps. On a ce bâtiment-là qu'on imagine ancien, donc ça c'est un chalet type comme on trouve dans le Vercors. Ça n'a pas l'air super bien conçu, bien isolé. Par contre, bon, normalement, cet amphi arrive un peu plus tôt dans l'année. Quand je vous demande où c'est que vous voulez passer un week-end, vous préférez largement aller là, passer un week-end dans le Vercors, que dans cette maison-là ou dans ce bâtiment-là. Voilà. Donc ces bâtiments, c'est pour vous remettre dans le contexte où on les construit pour y vivre. Un bâtiment, il a une fonction. Alors pour y vivre, c'est de l'habitat, mais je vous dis pour y vivre, c'est des bureaux, c'est pour y travailler. Hein. Ils ont des fonctions. Et il faut bien se rappeler que leur fonction première est importante et que vous êtes là pour accompagner les projets vers de la performance, mais que à un moment, si on veut pas qu'un bâtiment consomme, il faut pas le construire. C'est beaucoup plus simple, il consommera pas. Alors, des critiques de projet, alors la villa de Monsieur Bidochon, cette partie-là, je la fais pas sur YouTube, il n'y a aucun intérêt. Et le cas numéro 2, c'est un bâtiment qui s'appelle le Rolex Learning Center. Donc moi, un de mes premiers boulots, j'ai eu la chance de travailler en Suisse, à Lausanne, pour un bureau d'études qui était vraiment très très bon en conception de bâtiments performants. Il savait faire des choses
on arrive à trouver en France, mais très peu, savoir-faire qui est peu utilisé. Donc je vais pas vous faire tout deviner, mais en gros ce bâtiment en mesuré, donc en mesuré, hein, pas en simulé, il consomme 38 kWh pour mètre carré par an. Pourtant, vous avez quand même, vous partez avec un gros handicap. Donc ce bâtiment, il est au milieu du campus, ça c'est le campus de Lausanne. Vous avez le PFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Ça c'est le bâtiment qui est au milieu du campus. Il a une ventilation naturelle, donc c'est ce point-là surtout que je voulais vous détailler. Il n'y a pas de climatisation, il y a une régulation des stores à lames. Donc partout là, sur toutes ces surfaces vitrées, vous avez des stores à lames orientables. Et on a une pompe à chaleur sur le lac Léman. Alors le lac, il n'est pas très loin par ici. Et on a un cycle thermodynamique. Voilà. Donc performance mesurée, pas calculée. Hein. Donc mesurée, c'est quand même, on sait qu'il y a quand même des écarts entre la théorie et la pratique. Là, en mesuré, ils arrivent à ça. Donc la ventilation naturelle, le principe c'est le suivant. Vous voyez là, vous avez une, deux, trois fenêtres et une plus petite. Une, deux, trois fenêtres, une plus petite. Une, deux, trois fenêtres et une plus petite. Ces fenêtres-là, vous voyez, les cadres sont très fins parce qu'en fait, elles ne s'ouvrent pas. Par contre, cette fenêtre-là, il y a un cadre plus épais parce qu'il y a un système d'ouvrant que vous avez là. Ces ouvrants, ils sont mécanisés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des courants d'air partout dans le bâtiment en fonction de capteurs qui mesurent les vents. Donc l'idée, c'est que l'été, alors on va baisser les lames de manière, là vous voyez les lames, des traits de lame orientable, de manière suffisamment importante pour faire de l'ombre, du côté où il y a le soleil qui est exposé, mais pas complètement opaque comme un store à lame non orientable, où ça descend simplement. Là, les lames, elles descendent. Faut taper dans Google 2 minutes si vous savez pas ce que c'est un store à lame orientable, pour voir comment ça fonctionne. Et du coup, vous gardez la luminosité. On n'éteint pas complètement, on ne ferme pas complètement, ça évite d'allumer l'éclairage. Et on va faire incliner les lames plus ou moins pour avoir la protection en fonction de la hauteur du soleil dont on a besoin. Et on a tout un système avec ces fenêtres qui s'ouvrent de courant d'air, c'est-à-dire que l'air elle circule là, elle revient là, selon les moments qu'on est de l'année. Voilà, on va faire des courants d'air qui vont circuler partout dans le bâtiment. Pour nous rafraîchir. Vous vous rappelez au départ, je vous disais perte de chaleur par convection, la main. Ben là, c'est l'idée. C'est qu'on fait des circulations d'air, des petits courants d'air, et ça nous rafraîchit. Ça améliore grandement notre confort. Et pourtant, on a une vitesse d'air maximale, c'est-à-dire que là-dedans, il y a des bureaux à des endroits. On ne veut pas que les feuilles de papier s'envolent sur les bureaux si ça faisait des trop gros courants d'air. Donc, on limite aussi ce phénomène. Donc ça demande des simulations assez compliquées avec des logiciels très pointus. Mais aujourd'hui, techniquement, on sait faire ça. Bon, alors, très clairement, c'est pas des bâtiments qui sont bon marché, on va dire. On a des coûts de construction qui sont importants. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce bâtiment, vous pourrez vous taper dans Google Rolex Learning Center. Il est très connu, plutôt pour sa structure qui est très particulière. Il a eu des prix d'architecture, mais il est plutôt connu pour sa performance structurelle que thermique. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'on a inventé, moi je vous dis, on n'a pas inventé l'eau chaude, là je vous dis, on a inventé l'eau tiède. Tout ce savoir-faire de concevoir des bâtiments, on l'avait depuis des années. Si vous avez l'occasion d'aller à Florence, là-bas il y a une église bioclimatique avec un système de trappe où on faisait des courants d'air pour ventiler l'église. On faisait couler de l'eau dans les systèmes de canalisation pour avoir une climatisation adiabatique. Ce bâtiment-là, il date du XIVe siècle. Euh, donc il y a 600 ans, on savait très bien concevoir, utiliser ça. Là, je vous ai mis en photo un riad du XVIe siècle. Pareil, c'est des bâtiments qui sont très bien conçus. Côté chaud, ce que moi j'appelle côté chaud, côté désertique, petites ouvertures, un carré assez compact. Côté intérieur, on a un creux, une grosse surface d'échange, on fait un trou au milieu. Et qu'est-ce qu'on retrouve au milieu souvent? Une fontaine, des arbres. Et une fontaine, c'est le même principe que l'arbre qui sont à côté ou que l'arbre que je voulais montrer. Il y a une évaporation autour de cette fontaine, donc il fait plus frais. Donc là, on a un petit endroit froid, on fait un point frais dans le bâtiment, et on a des grandes ouvertures qui donnent sur ce point frais. Donc, on va favoriser l'échange avec cette partie-là plus fraîche. Donc ça, c'est une conception bioclimatique adaptée à ce climat-là. Et c'est des choses qu'on savait faire au XVIe siècle. Simplement, tout ce savoir-faire qu'on avait, on l'a oublié.
on a eu à un moment quelque chose qui s'appelait du pétrole, avec de l'énergie bon marché. Le pétrole coûtait rien. Moi, quand j'étais petit, mon père, il faisait le plein d'essence dans la station qui nous donnait le plus beau cadeau, parce que je voulais tel cadeau, tel jouet. Aujourd'hui, quand vous faites le plein, vous vous amusez pas du tout à regarder ça. D'ailleurs, ils vous font plus de cadeaux. Vous allez là où c'est moins cher, parce que vu le prix que ça coûte, on fait vachement gaffe. Avant, ça coûtait rien, donc on dépensait de l'énergie en quantité sans faire attention. Ça coûte rien, on se prive pas. Par contre, à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Donc là, en plus, avec nos outils numériques, on est revenu en arrière et on a réessayé de concevoir des bâtiments performants. Mais toutes ces choses-là, on savait le faire bien avant. Et donc là, la question que je vous fais normalement en cours, hein, c'est quel est un des bâtiments bioclimatiques, si c'est le bâtiment bioclimatique le plus vieux du monde. Puis là, souvent j'ai une grotte, j'ai ça. Je vous dis une grotte, c'est pas construit par l'homme. Quelque chose de construit par l'homme qui est ancien, qui est bien conçu. Une yourte. Troisième millénaire avant Jésus-Christ, une yourte circulaire, compacité maximale, bien isolée, une seule ouverture, le poêle au milieu. Ça, c'est des bâtiments bioclimatiques. Troisième millénaire avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, ils l'ont conçu comme ça pour des contraintes aussi autres, type contraintes techniques de structure, hein. Mais voilà. Donc bon, je vais pas vous faire les schémas, les croquis avec ce support, mais bâtiment bioclimatique très bien conçu.